Au début des années 1960, sur le plateau du film de guerre iconique The Great Escape, Charles Bronson, connu pour ses rôles de dur à cuire, fit une remarque effrayante à son collègue David McCallum. Le regardant droit dans les yeux, Bronson dit « Fais plus attention à ta femme, ou je te la prendrai ». Il ne fallut pas longtemps pour que cet avertissement devienne réalité. David et sa femme Jill Ireland divorcèrent en 1967, et l'année suivante, elle épousa Bronson. Malgré ce début inhabituel, les trois restèrent de proches amis tout au long de leur vie, partageant même les responsabilités pour élever les enfants. Mais derrière le succès de Bronson à Hollywood, la tragédie approchait. Dans cette vidéo, nous explorons les morts émouvantes de Charles Bronson et Jill Ireland, dont l'histoire d'amour fut marquée par une profonde dévotion et des pertes douloureuses. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires sur les stars les plus inoubliables d'Hollywood. Charles Bronson, né le 3 novembre 1921 dans la petite ville minière d'Ehrenfeld, en Pennsylvanie, émergea d'un début extrêmement difficile pour devenir une icône d'Hollywood. Situé dans les montagnes Allegheny, Ehrenfeld faisait partie d'une région d'extraction de charbon où les conditions de vie étaient sévères. Bronson, dont le nom de naissance était Charles Buczynski, était le 11e de 15 enfants d'une famille catholique romaine d'ascendance lituanienne. Son père, Walter Buczynski, était un Lipka tatar de Druskininkai, en Lituanie, tandis que sa mère, Marie Walinski, était née en Pennsylvanie de parents immigrants lituaniens. Pendant son enfance, la famille de Bronson vivait dans une extrême pauvreté. Leur maison était une cabane simple avec de l'eau froide et peu d'espace pour la grande famille qui dormait à tour de rôle en raison de l'exiguïté. Les rails des wagons de charbon sortant de la mine passaient près de leur maison, renforçant le lien de la famille avec l'industrie minière. La vie dans la communauté minière était pleine de difficultés, et Bronson raconta plus tard beaucoup de ses défis en interview. Chez lui, l'anglais était rarement parlé, une situation courante pour de nombreuses familles de première génération aux États-Unis. Bronson et ses frères et sœurs communiquaient principalement en lituanien, ce qui le distinguait de ses camarades. Il se rappelait que même en tant que soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, son accent était assez fort pour que ses collègues pensent souvent qu'il était étranger. Outre l'anglais et le lituanien, il parlait aussi russe grâce aux racines de sa famille en Europe de l'Est. Bronson avait une relation compliquée avec son père Walter. Dans une interview de 1973, il partagea qu'il n'avait jamais vraiment connu son père et n'était pas sûr de l'aimer ou de le haïr. Ce qu'il se rappelait le plus vivement était que, chaque fois que sa mère annonçait l'arrivée du père, tous les enfants se cachaient. En 1933, quand Bronson avait seulement 12 ans, son père mourut d'un cancer, laissant la famille encore plus dans la misère. Sans choix, Bronson dut entrer tôt sur le marché du travail. Il obtint d'abord un emploi au bureau de la mine, puis travailla dans les mines de charbon elles-mêmes, gagnant $1 par tonne de charbon extraite. Parfois, il faisait des doubles shifts, gagnant de misérables $10 par semaine, une somme qui équivaudrait à environ $4 aujourd'hui. Travailler dans les mines était dangereux, les effondrements étaient fréquents, et Bronson, avec son frère, assumait souvent la tâche périlleuse de retirer de gros morceaux de charbon bloquant les chemins. La Grande Dépression frappa durement la famille Bronson. Ils souffrirent d'une pauvreté extrême, souvent sans nourriture. Bronson se rappelait que sa mère ne pouvait pas acheter de lait pour sa petite sœur, qui recevait à la place du thé chaud. Lui-même dut porter la robe de sa sœur pour aller à l'école, car la famille n'avait pas de vêtements adéquats. Bronson fut le premier membre de la famille à obtenir son diplôme d'études secondaires, mais son éducation eut un coût élevé. À 10 ans, il travaillait déjà dans les mines aux côtés de ses frères aînés. Ces expériences le laissèrent avec des cicatrices physiques et émotionnelles. Bronson parlait souvent avec amertume de ces années de travail épuisant qui lui laissèrent des cicatrices permanentes aux jambes et au torse. Travailler dans les mines sombres lui causait aussi des maux de tête et de la claustrophobie. « Je n'ai jamais pu enlever l'odeur de charbon de mes narines », regrettait-il. Pour gérer le stress, il commença à fumer à 9 ans. Malgré le travail acharné, les circonstances de Bronson commencèrent à changer quand il s'enrôla dans l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, il servit dans le 760e escadron d'entraînement à l'artillerie flexible, puis comme mitrailleur aérien sur un Boeing B-29 Superfortress avec le 61e escadron de bombardement, partie du 39e groupe de bombardement basé à Guam. Bronson participa à 25 missions de combat au-dessus du Japon et reçut une Purple Hat pour des blessures subies au combat. Plus tard, il réfléchit positivement à son expérience militaire, affirmant que être enrôlé dans l'armée fut la meilleure chose qui lui arriva.
Cela lui offrit une échappatoire aux conditions dures des mines de charbon et lui donna 3 repas par jour ainsi que des vêtements adéquats pour la première fois de sa vie. La discipline et la structure de la vie militaire, combinées à la camaraderie qu'il trouva parmi les soldats, aidèrent Bronson à construire de la confiance. Cela améliora aussi son anglais, une langue qu'il parlait rarement dans son enfance en Pennsylvanie. Après avoir été démobilisé, Bronson eut du mal à trouver une direction. Il occupa une variété d'emplois, chauffeur de camion, ouvrier sidérurgique et mineur, mais aucun ne lui convenait. Ce n'est que lorsqu'il rencontra un groupe d'acteurs à Atlantic City que son intérêt pour le jeu fut éveillé. Cette nouvelle passion le mènerait éventuellement à Hollywood et à la célébrité, mais le chemin ne fut pas facile. À mesure que sa carrière fleurissait, Bronson devint connu pour sa persona de dur à cuire, interprétant souvent des personnages robustes dans des westerns et des films d'action. Malgré sa gloire, il était connu pour embellir ou inventer des parties de son histoire personnelle, créant des mythes qui ajoutaient à son image publique mystérieuse et intimidante. Selon Brian D'Ambrosio, auteur de Menacing Face Worth a Million, A Life of Charles Bronson, l'acteur aimait tromper les journalistes naïfs en promouvant des histoires exagérées sur son enfance. Parfois, il affirmait ne pas parler anglais au lycée, que sa mère l'avait vendu à des voyageurs ou qu'il devait aller à l'école en portant les vêtements de sa sœur. Bien que ces histoires augmentaient la légende de Charles Bronson, des proches, dont sa première épouse Harriet Tandley, les démentaient. Cette histoire de Charlie portant des robes est absolument ridicule, dit Tandley un jour, notant que ses frères se moquaient souvent de ses contes exagérés de difficultés. Même après avoir atteint le succès, Bronson continuait à raconter des histoires fantaisistes. Il affirmait avoir été arrêté 2 fois, bien qu'il n'y ait aucun registre pour le confirmer, et relata même une histoire d'avoir été tiré dessus par un policier dans un train de marchandises, s'en sortant miraculeusement indemne parce que la balle était tombée toute seule. Bien que certaines de ces histoires fussent clairement exagérées, il était indéniable que son service militaire avait été un tournant dans sa vie. Les expériences de guerre de Bronson, bien que rarement discutées publiquement, le marquèrent profondément. Le livre de Paul Talbot de 2015, Bronson's Lose Again, On the Set with Charles Bronson, révéla que Bronson s'était impliqué dans une bagarre sérieuse pendant l'entraînement avec le 760e escadron à l'artillerie flexible en Arizona. Après qu'un sergent eut commencé une bagarre avec lui, Bronson réagit en le jetant au sol, croyant que s'il ne le frappait pas directement, il éviterait la punition. Cependant, le sergent se cassa le bras en tombant, et Bronson fut condamné à 6 mois de travaux forcés, incluant porter des morceaux de viande à la cantine et vider les poubelles. Après avoir été démobilisé avec honneur de l'armée en 1946, Charles Bronson travailla dans une série d'emplois variés, boulanger à Philadelphie et crieur de bingo sur un pier d'attraction à Atlantic City. Sa carrière prit un tournant décisif quand il décida de poursuivre une carrière d'acteur, déménageant à New York en 1948 aux côtés d'un autre ex-militaire, Jack Klugman. Les deux louèrent une chambre modeste et luttèrent pour obtenir des rôles. Klugman se rappela plus tard comment Bronson, alors un acteur en difficulté, vendait souvent son sang pour $5 afin de survivre. Son fort accent slave créait aussi des obstacles, et il se rappelait avoir été repris lors d'une audition pour avoir mal prononcé le mot « héroïne ». L'introduction de Bronson au jeu fut quelque peu fortuite. Pendant qu'il travaillait à Atlantic City après la Seconde Guerre mondiale, il fut invité par un groupe de théâtre à aider à peindre des décors. Cette expérience alluma sa passion pour la scène. En 1951, il obtint son premier rôle dans le film You're in the Navy Now, apparemment parce qu'il était le seul acteur capable d'éructer sur commande. Au cours des 2 années suivantes, Bronson se consacra à étudier le théâtre à Philadelphie et Los Angeles. Bien qu'il n'obtienne initialement que de petits rôles, souvent en tant que voyou, ouvrier du bâtiment ou lutteur, son apparence unique et sa voix marquante le distinguaient. Réfléchissant au début de sa carrière, Bronson commenta dans une interview de 1972 qu'il avait déjà été stéréotypé par son discours ridicule et son apparence rude. « Je ne ressemblais pas ou ne sonnais pas comme le gars qui gagnait la fille. Je ressemblais à une carrière qu'on allait faire exploser. » Au sommet de la paranoïa anticommuniste à Hollywood dans les années 50, Bronson craignait que son nom de famille lituanien, Buczynski, n'attire une attention indésirable pendant la croisade anticommuniste du sénateur Joseph McCarthy. Pour éviter les soupçons, il changea son nom de famille, inspiré par une plaque de rue portant le nom Bronson, qu'il vit avec son ami Steve McKean en conduisant à Los Angeles. À mesure que sa carrière avançait, Bronson commença à obtenir des rôles plus significatifs. Sa grande chance vint en 1960 quand il fut choisi comme Bernardo O'Reilly dans Les 7 mercenaires,
une adaptation du film japonais Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa. Le succès du film lui ouvrit des portes, et il continua à starrer dans une série de films iconiques, dont La Grande Évasion, La Bataille des Ardennes, Les 12 Salopards et Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Le charisme inné et la présence forte de Bronson à l'écran le rendirent rapidement un acteur recherché, surtout sur les marchés européens. Bien que Bronson ait connu une carrière réussie aux États-Unis, il était révéré comme une véritable star en Europe. En Italie, il gagna le surnom Il Bruto, le Brutal, et en France, il fut célébré comme l'un des « monstres sacrés » du cinéma. Ses films performaient souvent mieux à l'international qu'au marché domestique, et au Japon, sa popularité était si grande que son nom apparaissait sur des enseignes s'étendant sur des blocs entiers de la ville. Malgré les critiques selon lesquelles il manquait de versatilité en tant qu'acteur, l'attrait durable de Bronson résidait dans sa représentation du travail acharné et de la persévérance, des qualités reflétant son enfance difficile. Né Charles Buczynski, il avait affronté de grandes difficultés. Charles Bronson avait la réputation d'être intense, silencieux et parfois genuinement intimidant. Le critique de cinéma Roger Ebert commenta que tandis que des acteurs comme Clint Eastwood, Robert Mitchum et Lee Marvin dépeignaient des personnages violents de manière convaincante, Bronson exhalait une menace unique et authentique. Son apparence dure semblait vraie, accompagnée d'une aura de frustration constante, beaucoup découlant de la reconnaissance lente de son talent par Hollywood. Les douleurs et difficultés qu'il avait affrontées étaient profondément enracinées, et il les canalisait souvent dans ses rôles, ce qui menait parfois à des comportements volatiles hors écran. Bronson avait un comportement taciturne qui reflétait ses personnages. Il était connu pour ses réponses sèches, parlant le moins possible en interview. Quand on lui demanda en 1974 la philosophie derrière ses films, Bronson répondit sèchement « Je ne parle jamais de la philosophie d'un film. Ça n'est jamais venu, et je n'en parlerai pas avec vous. Je ne parle pas trop de quoi que ce soit. Je m'amuse plus avec mes propres pensées qu'avec celles des autres. » Tout le monde ne trouvait pas facile de travailler avec Bronson. Son collègue dans La Grande Évasion, James Garner, eut une relation particulièrement difficile avec lui, le décrivant comme amer et agressif. Garner se rappela un incident lors d'un jeu de poker à sa maison où Bronson tenta de retirer une mise trop tard. Garner l'obligea à payer, ce qui causa une dispute qui manqua de devenir physique. Bronson, rancunier, promit de ne plus jamais travailler avec Garner. Malgré cela, les deux rétablirent éventuellement la relation, bien que Garner ait dit plus tard « Je pense que Charlie gardait rancune. Je sais que je l'ai gardé. » Les désaccords de Bronson ne se limitaient pas au plateau. Dans une interview pour Esquire, Bronson dit que si quelqu'un blessait sa famille, il serait capable de tuer. Quand Johnny Carson questionna la décision du magazine de publier une telle déclaration, Bronson répondit simplement « C'est ce que j'ai dit ». Pour ses déclarations polémiques, il affirma aussi en 1972 qu'il quitterait les États-Unis si les objectifs de la libération féminine étaient atteints, déclarant que les femmes ne pourraient jamais être égales aux hommes. Bronson avait peu de patience pour les reporters qu'il considérait invasifs. Quand Stephen Whitney publia en 1975 une biographie non autorisée intitulée « Charles Bronson Superstar, The Real Man Behind the Rock-Hard Math Image », Bronson fut furieux. Son ex-épouse Harriet Bronson se rappela qu'il tenta d'acheter toutes les copies pour empêcher la distribution, surtout parce que le livre contenait des détails défavorables sur sa alors épouse Jill Ireland. L'hostilité de l'acteur s'étendait aussi aux critiques. Bronson commenta un jour « Nous ne faisons pas de films pour les critiques, car ils ne paient pas pour les voir de toute façon. » Il gardait une rancune spéciale contre le critique Jay Koch, qui avait fait une critique négative de « Le justicier dans la ville ». Bronson déclara menaçant, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, je vais attraper ce gars. Pas physiquement, mais je vais l'attraper. Son tempérament explosif n'échappait pas à sa femme Jill Ireland, qui le mentionna de manière humoristique en 1972 lors d'une apparition Dick Cavett Show. Bronson critiqua durement le réalisateur Nicholas Ray pendant le tournage de Cold Sweat, l'appelant « réalisateur suisse obtus » malgré que Ray soit hongrois, et disant qu'il avait ruiné le film. Ireland plaisanta que Bronson l'avait attrapé par le cou et lui avait donné une bonne secousse. La réputation de Bronson comme quelqu'un de difficile était bien connue à Hollywood. Le réalisateur Michael Winner, qui collaborait souvent avec lui, reconnut que Bronson perdait souvent le contrôle sur le plateau et frappait même des gens. Bronson lui-même admit qu'il trouvait la plupart des réalisateurs difficiles, les accusant de se livrer à ce qu'il appelait la « connerie d'Hollywood ».
Il alla plus loin dans une interview en appelant les producteurs des crétins et les réalisateurs des idiots, affirmant que la plupart des gens dans l'industrie ne se souciaient que de l'argent. Bronson avait aussi peu de respect pour les acteurs plus jeunes qu'il considérait comme pleins de conneries. Dans une interview de 1977 au Washington Post, Bronson affirma « Je peux jouer le personnage mieux à cause de mon expérience, à cause des choses que j'ai traversées. » Il critiqua des acteurs comme Robert De Niro, Sylvester Stallone et Al Pacino, disant « Ils sont tous pareils ». Bronson n'avait pas non plus d'intérêt pour les prix, allant jusqu'à appeler les nominations aux Oscars des conneries. Son style d'acting abrasif s'alignait parfaitement avec sa persona de dur. Il se décrivit un jour comme juste un produit, comme une barre de savon, à vendre de la meilleure façon possible. Ses performances portaient l'aura d'un homme endurci par les difficultés de la vie, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, des caractéristiques qui résonnaient avec le public car elles reflétaient sa propre histoire. Cette persona, bien que distante de l'acting sophistiqué d'un Marlon Brando, fut suffisante pour propulser Bronson à une gloire durable. Il était clair que pour lui, moins était plus, tant à l'écran qu'hors. Bien que Charles Bronson fût souvent vu comme une figure dure et intimidante, ce proche de lui connaissait un homme de profonde compassion envers la famille. Derrière la persona endurcie se cachait un cœur capable d'un immense amour et de générosité. Ce côté plus doux de Bronson devint particulièrement évident quand il adopta Katrina Holden, une fille de 11 ans pleine de vie dont le monde s'effondra quand sa mère, Hilary Holden, mourut subitement d'une crise cardiaque. Hilary, une directrice de casting britannique et mère célibataire, n'avait pas de famille proche, laissant Katrina orpheline. La décision de qui s'occuperait d'elle revint à deux familles, Charles Bronson et sa femme Jill Ireland, ou Mia Farrow et son mari. Malgré avoir déjà plusieurs enfants, Bronson surprit tout le monde en se portant volontaire avec enthousiasme. Ce fut un moment où les gens eurent un rare aperçu du vrai Bronson. Bien que sa réputation fût celle d'un homme à la posture intense, il était profondément compassionnel et excité d'offrir un foyer à Katrina. Aux funérailles d'Hilary, je me souviens avoir vu Katrina terrifiée et seule tandis que Bronson l'accueillait dans sa longue limousine noire, lui offrant de la sécurité dans un moment difficile. Katrina s'épanouit, étudiant à l'UCLA et à la Sorbonne à Paris avant de commencer une carrière comme écrivaine et réalisatrice. En 2001, elle reçut une reconnaissance au Festival du film de Malibu, gagnant le prix de réalisatrice émergente pour son court-métrage « Roux Indignation », un projet qui mettait en lumière son talent et son esprit. Bronson, normalement réservé, était visiblement ému à l'événement, rayonnant de fierté pour les accomplissements de sa fille. La santé de Charles Bronson commença à se détériorer à la fin des années 1990, le menant à se retirer du jeu après une chirurgie de remplacement de la hanche en août 1998. Le 30 août 2003, à 81 ans, il mourut au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles. Bien qu'on spécula largement que Bronson était mort de pneumonie et de la maladie d'Alzheimer, ces causes ne furent pas mentionnées sur son certificat de décès. À la place, les causes listées incluaient insuffisance respiratoire, cancer du poumon métastatique, maladie pulmonaire obstructive chronique et cardiomyopathie congestive. Pendant la phase finale de sa vie, les problèmes de santé de Bronson le gardèrent reclus. Il recevait des traitements holistiques et conventionnels pour Alzheimer de médecins à Los Angeles et New York. Sa sœur Catherine Pidoni raconta à la presse que la famille avait remarqué il y a presque un an que quelque chose n'allait pas, car Bronson n'était simplement plus lui-même. Elle décrivit comment il commença à parler très lentement, avec des mots occasionnellement traînants, bien qu'il reconnût encore ses proches. Sa famille, incluant sa troisième épouse Kim, était à ses côtés pendant cette période difficile. Elle était dévote et resta à son chevet, observant comment Bronson avait transformé d'un homme auparavant énergique et perspicace en quelqu'un qui semblait confus. Bronson fut enterré au cimetière de Brownsville à West Windsor, Vermont. Au fil des ans, beaucoup de ses fans les plus dévoués visitèrent le site pour rendre hommage. Après sa mort, plusieurs journaux, dont le New York Times, rapportèrent incorrectement que son service militaire se limitait à conduire un camion de livraison en Arizona. Ses anciens camarades de guerre corrigèrent cependant rapidement cela, affirmant que Bronson avait été un héros de guerre, menant à des rétractations par les médias. La réputation de Charles Bronson le précédait toujours. Il exhalait le machisme, était célèbre pour être réservé et avait une tendance connue à garder rancune ou le type de personne que vous ne voudriez pas aborder dans la rue. Bronson avait une aura qui intimidait sans qu'il ait besoin de dire un mot.
Ses rôles dans des films iconiques comme Un justicier dans la ville, Il était une fois dans l'Ouest et Les 7 mercenaires solidifièrent son image comme une figure robuste et directe avec un regard. Malgré sa gloire d'acteur maussade et difficile qui ne se souciait pas beaucoup de ses collègues, Bronson avait un côté plus doux, quelque chose que Gilles Ireland découvrit heureusement. Au début des années 1960, alors que l'âge d'or d'Hollywood touchait à sa fin, Bronson était encore marié à Harriet Tandley, une femme qui était à ses côtés depuis qu'ils s'étaient rencontrés à une école d'acting à Philadelphie. Selon le livre de mémoire Charlie N., Tandley et Bronson venaient de mondes très différents. Elle avait 18 ans et était la fille d'un fermier prospère, tandis que Bronson, de 8 ans son aîné, avait grandi dans la pauvreté. Malgré les différences, ils se rapprochèrent, et Tandley soutint les deux pendant les premières années en tant qu'acteur en quête de succès. Quand Bronson obtint enfin sa grande chance dans La Grande Évasion, ce fut un jalon dans sa carrière, mais aussi le début de la fin de son mariage. Sur le plateau, Bronson travailla aux côtés de grandes stars comme Steve McQueen, James Garner et James Coburn, mais ce qui changea vraiment sa vie fut de rencontrer Jill Ireland, épouse de David McCallum, qui avait visité la production. Bronson aurait dit à McCallum « Je vais épouser ta femme », ce qui laissa l'acteur écossais compréhensiblement irrité. Cependant, la prédiction audacieuse de Bronson se réalisa. Après sa séparation de Tandley en 1965 et le divorce entre McCallum et Ireland en 1967, Bronson et Ireland se marièrent en 1968. Malgré le début tumultueux, Bronson et McCallum se réconcilièrent éventuellement. Ce qui suivit fut l'une des partenariats les plus productifs et durables d'Hollywood. Bronson et Ireland non seulement trouvèrent l'amour, mais formèrent un duo qui donna 16 films ensemble. La célébrité montante de Bronson assura qu'Ireland soit casté dans beaucoup de ses projets, que ce soit comme protagoniste ou dans des rôles significatifs. Bien qu'Ireland n'ait jamais atteint le niveau de gloire de Bronson, il veilla à lui donner de nombreuses opportunités, de petits rôles comme accompagnatrice de Robert Mitchum dans Villa Reed, à des parties plus importantes comme Maria Rena Valache dans Les Valachis. La carrière cinématographique d'Ireland fleurit aux côtés de son mari. Leur dernière collaboration, Assassination, marqua la fin de leur voyage professionnel ensemble. De toutes les collaborations, peut-être la plus mémorable fut From Noon Till Three, une comédie romantique western qui permit à Ireland de briller. Dans la plupart des films, Bronson dominait l'écran tandis qu'Ireland jouait souvent des rôles secondaires, une demoiselle en détresse, une femme fatale ou un personnage de soutien impactant son voyage. Mais dans From Noon Till Three, le personnage d'Ireland, Amanda, prit le rôle principal, donnant vie à un film qui aurait autrement pu passer inaperçu. C'était comme si Bronson avait offert à sa femme un cadeau, lui donnant l'opportunité de montrer son talent comme actrice d'une manière qui mettait en lumière sa profondeur en tant qu'interprète. Le rôle d'Ireland dans le film reflétait son rôle dans la vie de Bronson. Elle était le cœur et l'âme de leur mariage, un phare au milieu de la posture souvent sévère de Bronson. Leur histoire d'amour, tant à l'écran qu'hors, révéla un côté plus doux de Bronson que peu eurent la chance de voir. Ensemble, ils furent l'un des couples puissants les plus célébrés d'Hollywood, chaque film solidifiant encore plus leur statut. Mais quand ils semblaient au sommet, la tragédie les frappa, et leur vie idyllique fut soudainement obscurcie par des nouvelles dévastatrices. Jill Ireland, connue pour sa gentillesse et sa chaleur, resta inébranlable aux côtés de Charles Bronson tandis qu'ils élevaient leur fille adoptive Katrina. Cependant, leur vie familiale fut marquée par une tragédie profonde. En 1990, leur fils adoptif Jason McCallum Bronson mourut d'une overdose d'héroïne à 27 ans. Jason avait été adopté bébé par Ireland et son premier mari, l'acteur David McCallum. Après le mariage d'Ireland avec Charles Bronson, Jason fut élevé à Bel Air, mais lutta contre la drogue pendant une grande partie de sa vie. Il fut trouvé mort sur le sol de la salle de bain de son appartement verrouillé par sa petite amie Tracy Messina, qui s'inquiéta quand Jason ne se présenta pas au travail comme prévu. Le rapport du coroner détermina que sa mort fut une overdose accidentelle d'une combinaison de drogues. Les enquêteurs rapportèrent que Jason, partiellement vêtu, ne présentait aucun signe de blessure et qu'il n'y avait pas de soupçon de crime. Les drogues dans son système avaient été ingérées et injectées, bien que les substances spécifiques n'aient pas été divulguées immédiatement. La bataille de Jason contre l'addiction fut discutée ouvertement par sa mère Jill Ireland dans un livre publié au début de cette année. Malgré plusieurs traitements, Jason continua à lutter. Son médecin, le docteur Howard Mark, affirma que la dernière fois qu'il le vit, Jason semblait lucide et apparemment clean depuis plusieurs semaines. En 1984, Jill Ireland reçut une nouvelle dévastatrice,
Elle fut diagnostiquée avec un cancer du sein. Fidèle à son esprit résilient, elle affronta la maladie avec un courage extraordinaire pendant 6 ans. Pendant cette période, Ireland partagea son voyage personnel à travers 2 livres émouvants, Life Wish, A Personal Story of Survival et Lifeline, My Fight to Save My Family. Ces récits sincères offrirent espoir et inspiration à d'autres fascines des luttes similaires. En reconnaissance de sa bravoure, Ireland fut honoré du prix du courage par l'American Cancer Society par le président Ronald Reagan, un témoignage de sa détermination et de sa grâce face à tant d'adversités. Malgré ses efforts vaillants, Ireland succomba à la maladie en 1990, mourant dans sa maison à Malibu avec un Charles Bronson au cœur brisé à ses côtés. Sa mort laissa Bronson profondément ébranlé, marquant un changement profond dans sa vie. Bien qu'il se remaria plus tard avec la chanteuse Kim Weeks en 1998, le souvenir d'Ireland resta toujours vivant dans son cœur. Comme hommage à sa défunte épouse, Bronson fit faire une canne personnalisée avec une section creuse où il gardait un peu des cendres d'Ireland. Il porta cette canne avec lui jusqu'à sa propre mort en 2003 due à une pneumonie. Quand Bronson fut enterré au Vermont, la canne avec les cendres d'Ireland encore dedans fut enterrée à ses côtés, symbolisant leur lien durable même dans la mort. En réfléchissant aux vies émouvantes de Charles Bronson et Jill Ireland, il est clair que leur histoire d'amour fut aussi captivante que n'importe quel film qu'ils tournèrent, pleine de passion, de douleur et de résilience. Leur voyage nous rappelle la fragilité de la vie et la force de l'amour même face à des pertes inimaginables. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de plongées profondes dans les vies des légendes d'Hollywood. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.